qui soutient d'autres organisations qui cherchent à avoir des cultures et des structures plus inclusives quand il s'agit de la diversité des genres. On a pas mal de contenu à réviser, donc je vais me lancer directement. Mais n'hésitez pas, il y a le chat et si besoin, une autre application qu'on va utiliser, Mentimeter, pour poser des questions tout du long et j'essaierai de laisser de la place à la fin aussi. Donc pour commencer, quelques mots sur moi. J'ai une formation initialement en sciences sociales. J'ai fait une thèse de sociologie sur un sujet lié à la diversité des genres. Donc, c'est quelque chose que je connais très bien. J'ai fait des recherches sur ce sujet pendant de nombreuses années. Et de manière générale, j'ai eu une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'équité et de l'inclusion, spécifiquement autour des questions de diversité sexuelle et diversité des genres, mais toujours avec un aspect intersectionnel, penser à tous les types de diversité qu'on rencontre quand on parle de ces sujets. J'ai aussi un vécu personnel sur ce sujet. Je m'identifie comme une personne genderqueer ou non-binaire. Ces temps-ci, ça change un peu. J'utilise les prénoms elle, elle, le langage neutre ou féminin. C'est vrai qu'en français, on va revenir là-dessus. C'est toujours plus compliqué qu'en anglais où il y a du langage neutre un peu plus facile d'utilisation. En tout cas, moi, j'apprécie toujours quand on fait un effort pour parler de moi de manière plus neutre. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut respecter et soutenir les joueurs et joueuses trans et non-binaires dans le hockey de manière générale. Pour ça, on va regarder plusieurs éléments. On va commencer par parler de vocabulaire, parler des obstacles invisibles qui sont rencontrés par ces personnes-là, faire de la sensibilisation à la nouvelle politique et aux ressources qui existent autour de cette politique. Et on va aussi parler un petit peu de comment éviter de rattraper ses erreurs à la fin. Tout ça dans le but d'obtenir une compréhension de l'importance de ce travail et de commencer à s'outiller en fait face à ces questions-là. On- Personne ne s'attend à ce que vous deveniez des expertes sur le sujet d'ici la fin de l'heure et demie qu'on va passer ensemble. C'est vraiment de poser quelques éléments qui vont vous permettre de continuer à réfléchir et d'avancer sur ces sujets-là avec des soutiens qui existent dans la promotion de Hockey Canada. Donc, un aperçu du plan qu'on va suivre, je vous ai déjà donné un petit peu un sens. Donc, on va d'abord parler de vocabulaire, puis je vais poser un peu le contexte en fait dans lequel ces évolutions ont lieu, contexte légal en particulier. Ensuite, je vais faire un aperçu des obstacles rencontrés par les personnes trans et non binaires pour que tout le monde puisse avoir un meilleur sens de pourquoi est-ce qu'en fait ce travail est important, quels obstacles on essaye de remettre en question ou d'enlever finalement. Et puis ensuite, on va partir dans la partie de la présentation où on va parler de la politique de soutien qui a été mise en place et comment est-ce qu'on peut créer autour de cette politique de soutien une culture de soutien dans nos équipes et dans nos fédérations. Et tout à la fin, j'espère bien pouvoir laisser un petit peu de temps pour quelques questions-réponses. Et une fois encore, vous pourrez poser des questions ouvertement, mais il y a aussi quelques outils que je vais utiliser pour pouvoir récupérer vos questions tout au cours de la présentation. Avant que je me lance dans les détails, je veux poser un peu le modèle en fait sur lequel on travaille à Transfocus. C'est vraiment cette idée qu'il y a deux parties auxquelles il faut faire attention. D'un côté, il y a la culture, la façon dont les gens interagissent en fait, et de l'autre côté, il y a la structure, la façon dont les organismes fonctionnent. La culture, c'est quand on change la culture que des changements structurels peuvent se passer. Mais il est aussi extrêmement important de changer la structure dans laquelle on fonctionne pour que des changements culturels puissent se passer de manière plus simple et puis pour que les gens se sentent soutenus en fait dans les changements culturels qu'ils voient autour d'elles et eux. Donc, les deux vont vraiment main dans la main et c'est important de parler toujours des deux. Et donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Quelques points pratiques, comme vous l'avez entendu au tout début, la session est enregistrée, sauf la partie questions-réponses à la fin. Il y a plusieurs sondages anonymes que je vais utiliser au cours de la présentation pour pouvoir avoir un sens face à qui je suis, du public face auquel je suis.
Et donc, vous pouvez aussi, il y a un espace sur Menti, qui est l'application qu'on va utiliser pour poser des questions anonymes ou pour indiquer quelles autres questions vous intéressent. Il y a un endroit où vous pouvez appuyer sur un petit pouce qui montre que vous êtes intéressé, vous aimez la question que quelqu'un d'autre a posée. Et vous pouvez éventuellement aussi utiliser la fonction de question-réponse. Ici, j'essaierai de garder aussi un œil là-dessus. Pour participer au sondage, vous le verrez dans un instant, il suffit d'utiliser le lien et le code qui va apparaître sur vos écrans. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? C'est ce sujet de la diversité des genres. Souvent, ça évoque beaucoup d'émotions pour les personnes à qui on parle. Il y a la peur de ne pas utiliser les mots, beaucoup de peur en fait. Il y a peur de se tromper, de pronoms, d'accords, pas vouloir blesser les gens. C'est très nouveau et souvent il y a un niveau les gens ont l'impression de pas avoir assez d'éléments pour comprendre et du coup agir correctement en réponse. Et c'est ça qui fait souvent on est mal à l'aise ou on a un peu de peur autour de ces sujets. On ne sait pas comment faire si jamais on fait une erreur. On veut agir de manière respectueuse, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, le but de cette présentation un peu de base, c'est vraiment de commencer, comme j'ai dit, à vous donner des outils pour ne pas rester dans cet inconfort et au contraire commencer à avoir des éléments de réponse et des outils pour pouvoir vous sentir plus à l'aise face à cette thématique. Donc, on va commencer tout de suite avec un sondage anonyme. Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez soit utiliser votre téléphone portable et utiliser le code QR qui est là en bas à gauche de l'écran, ou alors vous pouvez aller sur le site internet menti.com et utiliser le code qui apparaît en haut de l'écran pour répondre à cette question. Le code, c'est 6675 9790 66 75 97 90. Et donc, la première question, pour me donner un peu une idée comme j'ai dit, du public face auquel je suis, c'est au début de cette séance, quel est votre niveau de connaissance sur les nouvelles politiques pour les athlètes trans et non-binaires au hockey? Pour que j'ai un peu un sens de où est-ce que vous en êtes par rapport à votre propre parcours face à ces questions-là. Je vais laisser quelques instants aux personnes pour se lancer. Et je vois que ça apparaît à l'écran a priori comme il le fallait, c'est parfait. Donc voilà, on voit qu'il y a un peu un mix de connaissances. Il y a quelques personnes qui ont une forte connaissance et j'espère que la présentation, cette séance va quand même vous être utile pour vous donner peut-être du vocabulaire ou des façons de pouvoir expliquer ces concepts des différentes manières aux personnes que vous rencontrez dans le cadre du hockey. Mais on a beaucoup de personnes qui se trouvent plutôt être du côté des faibles connaissances. Et donc là, j'espère vraiment que cette séance va vous permettre de vous sentir plus outillé face à ce sujet. Merci beaucoup de vos réponses. Je vais passer à euh, au prochain sondage qui, cette fois, s'intéresse à la question de la conscience finalement de l'identité de genre. Quand vous réfléchissez à votre propre parcours, votre propre enfance, et que vous réfléchissez à comment est-ce que vous avez commencé à prendre conscience du genre et de ce que c'est pour vous. Comment est-ce que vous avez un sens de vous-même en tant que femme, comme que personne non binaire? Est-ce que c'est des parents qui vous l'ont dit, que vous étiez une fille, un garçon, un enfant? Est-ce que c'est grâce à des différences entre frères et sœurs que vous avez commencé à vous comprendre comme étant une personne qui est un genre? Est-ce que c'est plutôt un sens intérieur profond que vous avez eu? Est-ce que c'est parce que vous avez commencé à utiliser finalement des bâtiments, les toilettes, les vestiaires d'un côté ou de l'autre? Donc, au fur et à mesure, ça nous donne une impression d'avoir une identité plutôt qu'une autre. Est-ce que vous avez remarqué à l'école que les enseignants traitent les filles et les garçons différemment, ou potentiellement qu'on les sépare? Historiquement, ça se faisait pas mal à l'école. Il y a aussi souvent des différences entre les vêtements des filles et des garçons, donc ça peut être une autre façon dont on se comprend finalement comme une fille ou un garçon. Il y a des différences de jouets aussi. Parfois, dans la relation au sport, ça peut sembler aussi important. Certaines personnes ont eu le vécu, par exemple, qu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire du sport de manière générale, ou des fois, un sport en particulier. On avait le droit de faire un sport, mais pas un autre, ce genre de choses. Ou alors, au contraire, on insistait pour qu'on fasse du sport.
Donc, je vois que les réponses commencent à arriver. Donc, effectivement, alors, ce que je trouve très intéressant immédiatement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent, beaucoup de personnes qui reconnaissent qu'elles ne se souviennent pas. Et ça, c'est assez commun finalement quand on pose cette question. C'est parce que pour beaucoup d'entre nous, notre sens d'être une fille, un garçon, un enfant non binaire, c'est un sens très profond et qui date d'il y a tellement longtemps en fait qu'on ne se souvient pas. C'est tellement évident quelque part qu'on existe dans le monde en tant qu'homme, comme femme, que personne non binaire, qu'on ne on peut même pas mettre le doigt sur quelque chose en particulier qui a éveillé notre attention là-dessus. Donc, je vais faire remarquer ça. Ensuite, effectivement, après, on a un petit peu toute une gamme de réponses. C'est vrai que le fait qu'il y ait des différences qui sont construites finalement dans notre quotidien, surtout quand on est tout petit, que ce soit les différences entre les frères et sœurs, les différences de jouets, les différences d'habits, les pratiques à l'école, tout ça, ça peut contribuer finalement à un sens qu'il y a vraiment deux catégories, parce que la plupart d'entre nous, jusqu'à maintenant, ont toujours grandi avec ce sens du genre comme étant euh, quelque chose de binaire. Il y a les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose. Et en plus, ces différences ont tendance à être vraiment soulignées dans l'enfance en particulier. Je dois avouer, moi, j'ai moi-même un enfant qui a 2 ans et demi à peu près, et c'est incroyable de voir la différence. C'est aux alentours des 2 ans, même les sites Internet qui, par exemple, vendaient des vêtements aux bébés qui avaient tendance à être plutôt dans les tons neutres ou qui ne faisaient pas de distinction entre les filles et les garçons, à partir de 2 ans, c'est fini. En fait, tout de suite, on voit des rayons filles, des rayons garçons. Et donc, ça devient très, très difficile de ne pas entériner finalement cette différence dans notre quotidien. Maintenant j'ai parlé un petit peu de ça, moi, je vais passer à la page suivante. Donc, je vais commencer par un peu de vocabulaire. Ça va peut-être paraître évident à certains et certaines d'entre vous, mais c'est important, je pense que tout le monde soit sur la part de la même base. Donc, je vais parler de quelques concepts clés quand on parle de ces sujets. Le premier concept essentiel à comprendre, c'est celui du sexe assigné à la naissance. Quand on est né, dans notre société actuelle, on continue de nous assigner un sexe et jusqu'ici, la très très grande majorité des cas, on nous assigne soit le sexe fille, soit le sexe garçon, sexe féminin, sexe masculin. C'est fait sur la base plutôt des caractéristiques sexuelles, c'est-à-dire que clairement, souvent les docteurs regardent le bébé, voient ses organes génitaux en particulier et déterminent si l'enfant est une fille ou un garçon. Mais il y a d'autres choses qui peuvent contribuer, comme les chromosomes, qui font que à la naissance, on attribue tout de suite un sexe à l'enfant. Ce- En plus de ça, il y a ce qu'on appelle l'identité de genre, et ça, c'est le sens interne et ressenti de manière profonde qu'une personne a de sa propre identité de genre. Donc, c'est le sens d'être un homme, une femme, une personne non binaire. C'est quelque chose de très personnel et qui peut être tellement évident, comme je l'ai dit avant, qu'on oublie, enfin, qu'on ne comprend même pas comment on pourrait être autrement. Ça, c'est assez commun. Surtout quand on est une personne cisgenre, un terme sur lequel je vais revenir. Enfin, le troisième concept vraiment clé quand on parle de ces choses-là, c'est l'expression de genre. L'expression de genre, ce sont les caractéristiques externes et les comportements que l'on a, comme les vêtements qu'on porte, la façon dont on se coupe les cheveux, les accessoires que l'on porte, les maniérismes que l'on a, qui communiquent finalement quelque chose de notre expression de genre aux personnes avec lesquelles on interagit. Dans notre société, les stéréotypes de genre font que certains éléments d'expression de genre sont plutôt liés à un genre plutôt qu'à un autre. Par exemple, les cheveux courts, on a tendance à associer ça au masculin. Les cheveux longs, on a tendance à associer ça au féminin. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que historiquement, ces différences n'ont pas toujours été les mêmes. Par exemple, au tout début du XXe siècle, le rose, c'était plutôt une couleur qu'on donnait aux bébés garçons, et le bleu, c'était une couleur qu'on donnait aux bébés filles. Ça, c'est un élément qui a complètement changé. Et maintenant, quand on porte du rose, c'est plutôt vu comme un élément féminin, le bleu plutôt potentiellement comme un élément masculin. Cela dit, ça dépend du genre de bleu parfois. Le bleu très clair,
ça peut être plus féminin. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que c'est pas basé sur des faits ou une réalité quelconque, c'est une espèce de compréhension commune que l'on a dans nos sociétés, que certaines choses sont plutôt féminines, certaines choses plutôt masculines. Et donc, chacun d'entre nous, ou chacune d'entre nous, jouons avec ces éléments d'expression de genre pour pouvoir s'exprimer de la manière qui nous paraît le plus naturelle et la plus en phase avec nous-mêmes. La plupart du temps, on a l'habitude de penser que ces trois éléments sont relativement alignés, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est là qu'on rentre donc dans les questions de non-binarité et de transidentité. Donc, quand on parle de personnes cisgenres, on parle de personnes dont le sexe assigné à la naissance est le même que le genre tel que la personne le ressent. Donc, quelqu'un qui a été assigné euh, au sexe masculin à la naissance et qui s'identifie comme un homme à l'âge adulte, et quelqu'un de cisgenre. Une personne transgenre, c'est quelqu'un dont le sexe assigné à la naissance est différent du genre, de son identité de genre. Donc, c'est par exemple une personne qui a été assignée au sexe masculin à sa naissance, mais qui s'identifie comme une femme à l'âge adulte. Ça, c'est une femme transgenre. La personne non binaire, c'est une personne dont le genre existe au-delà du binaire entre l'homme et la femme. Il y a plein de différentes manières d'exister au-delà de cette binarité du féminin et du masculin. Ça peut ressembler à plein de choses différentes et c'est très individuel, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ne se sentent pas tout à fait représentées ni dans la case de la femme ni dans la case de l'homme. Le dernier terme dont je voulais parler ici, c'est le terme de bispirituel. Ça, c'est une identité spirituelle et culturelle utilisée par des personnes et des communautés autochtones en Amérique du Nord pour parler de personnes dont le sexe, le genre et la sexualité euh, est plus complexe que les concepts binaires que la société occidentale a eu tendance à utiliser historiquement et à imposer souvent à son arrivée par la colonisation sur le continent de l'Amérique du Nord. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. La chose la plus importante à noter, c'est que cette identité, cette spiritualité, c'est vraiment un terme qui est réservé aux personnes qui sont autochtones à l'Amérique du Nord, et qui se retrouvent dans cette définition, plutôt qu'un terme qui peut être adopté par n'importe qui. La dernière chose à noter qui est très importante, c'est que ces mots, cisgenre, transgenre, non-binaire et bispirituel, sont des adjectifs. Ils sont donc toujours à combiner avec des noms communs. Donc, on dit une femme transgenre, on dit jamais une transgenre, on dit une personne non-binaire, une personne bispirituelle. Et donc, la dernière chose que je vais expliquer là-dessus, c'est comme je le commençais à le dire tout à l'heure, on a l'habitude de penser que ces trois éléments dont j'ai parlé, le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre et l'expression de genre, sont alignés en fait. Parce que c'est vrai que pour la majorité des gens, on va dire à peu près, il y a tendance à avoir un alignement entre ces trois concepts. C'est-à-dire que si on est assigné au sexe féminin à la naissance, on a tendance à s'imaginer, à se voir comme une fille, à grandir et se voir comme une femme, et à avoir une expression de genre plutôt féminine. Et de l'autre côté, si on a été assigné au sexe masculin à la naissance, on a tendance à grandir, à se voir comme un homme et à avoir une expression de genre plutôt masculine. Mais ça, comme j'imagine, vous en doutez déjà, c'est extrêmement simplifié. Et en fait, ces attentes sociales que ces trois éléments soient parfaitement alignés ne se tient pas du tout quand on voit la complexité des gens, la complexité du monde autour de nous, plutôt. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont été assignés au sexe féminin à la naissance, qui peut-être s'identifient comme des femmes, mais qui ont une expression de genre plutôt androgyne, voire carrément masculine. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'identifient, ces personnes-là ne s'identifient pas comme des femmes, c'est tout simplement qu'elles ont une expression de genre qui ne correspond pas forcément à ce à quoi la société s'attendrait. Et les personnes transgenres, comme j'ai expliqué, ce sont par exemple des personnes qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance, qui s'identifient plutôt comme des hommes, par exemple, mais qui ont une expression de genre qui pourrait être féminine, androgyne ou masculine. Simplement parce qu'on est un homme trans, ça ne veut pas dire qu'on est forcément un mec hyper baraqué qui adore faire
que des activités masculines. On pourrait très bien aimer le maquillage parce que les hommes peuvent aimer le maquillage, peu importe si ils sont cisgenres ou transgenres ou quel a été leur sexe assigné à la naissance. Donc il y a une complexité là qui existe pour chacun et chacune d'entre nous en fait. Et donc je vous invite à réfléchir pour vous-même quelque part où est-ce que vous vous placeriez sur ces trois éléments. Je vais donner comme exemple moi par exemple. Mon identité de genre est plutôt non-binaire. Je m'identifie plutôt avec cette identité de genre, pardon. Mon sexe assigné à la naissance, c'est un sexe féminin, c'est ce qui apparaît toujours sur mes papiers d'ailleurs. Et par contre, mon expression de genre, je dirais, tend plutôt vers le masculin, même si je ne me considère pas comme une personne particulièrement masculine. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le petit point quelque part un peu plus au milieu que vraiment sur le pôle masculin. Donc, je vous invite de réfléchir à comment est-ce que vous imagineriez sur ces lignes-là, parce qu'une fois encore, je pense que c'est plus complexe que ce que l'on pense habituellement. L'autre chose que je signale très rapidement, mais on va revenir là-dessus plus tard, c'est qu'en français, cette réalité peut être un peu plus complexe que l'anglais, parce que la langue française est très basée sur le masculin et le féminin. Et donc, en particulier, c'est beaucoup plus difficile de s'imaginer dans cet espace au milieu entre les deux pôles féminin et masculin, que ce soit en tant que personne intersexe ou une personne qui dont la physicalité en fait contient des éléments de sexe masculin et de sexe féminin. L'identité de genre, c'est plus compliqué de parler de soi en tant que personne non binaire en français, et ça peut être plus compliqué aussi d'exprimer son genre à cause de ces limites du langage. On va revenir là-dessus parce que ça fait partie des choses très importantes quand on établit une nouvelle culture qui est plus ouverte et plus inclusive sur ces questions. Je vais maintenant passer à quelques éléments de contexte et commencer par des évolutions légales. Donc ça, c'est un rappel, j'espère. L'identité de genre et l'expression de genre ont été ajoutées en tant que motif de distinction illicite contre la discrimination dans les lois provinciales sur les droits de la personne. Ça s'est passé entre 2012 et 2017, mais aussi dans la loi canadienne sur les droits de la personne, donc une loi fédérale, en juin 2017. Ça s'est établi depuis un certain nombre d'années maintenant. De plus, la jurisprudence dans les cours de justice est clairement en faveur de l'utilisation des toilettes et de l'importance des pronoms qui correspondent à la personne concernée. Donc, je vais revenir là-dessus parce que ces deux choses-là sont très importantes à souligner. D'abord, sur les toilettes et vestiaires, c'est très important de savoir que toute personne a le droit d'accéder à des toilettes qui correspondent à leur identité de genre autodéterminée, et donc non à leur sexe assigné à la naissance, ni à la perception des autres de leur genre. Ça veut dire qu'une personne trans peut décider quand et quelle toilette utiliser. Cette personne n'a pas besoin au préalable de changer ses documents officiels. Ça n'a aucune importance si la personne a un M, un F ou voire un X sur ses papiers d'identité. Il n'y a pas non plus besoin que cette personne ait au préalable eu recours à une opération chirurgicale. Cette jurisprudence-là est établie depuis très longtemps maintenant, puisque ça date de 1999. Plus nouveau, c'est la jurisprudence par rapport au mégenrage. Le mégenrage, c'est le fait d'utiliser les mauvais pronoms, le mauvais langage, les mauvais accords, par exemple, sur quelqu'un. Et donc, par exemple, si c'est une femme trans et que vous dites il, ça, c'est du mégenrage, puisque c'est une femme, elle utilise les pronoms elle, et donc le fait d'utiliser du masculin par rapport à cette personne de manière intentionnelle, ça, c'est du mégenrage intentionnel. Ça peut arriver de manière non intentionnelle. On va revenir sur la distinction, parce que c'est une distinction importante. Et d'ailleurs, la loi elle-même, enfin, la jurisprudence elle-même distingue bien et parle bien dans les deux cas que je souligne, que ce soit Nelson versus Woodbury ou EN contre Gallagher-Sbar, on parle de mégenrage intentionnel. Et donc, la Cour de justice a souligné que le mégenrage intentionnel est une forme de discrimination. Et ce que cela nous communique, c'est l'importance des pronoms et des accords et du langage inclusif. Et en français, comme je l'ai dit, ça devient particulièrement important puisque notre langue naturellement est très basée sur le masculin et le féminin.
Cela souligne une fois encore, comme la jurisprudence en matière de toilettes ou vestiaires, que la priorité est bien à l'autodétermination individuelle, que c'est donc sur la base de la personne et de ce qu'elle souhaite qu'on doit respecter ses pronoms, ses accords. Et dans les deux cas qui ont fini en cours de justice, il y a clairement un message de la part de la justice qu'il est important pour les leaders d'intervenir rapidement. Parce que une des façons dont la discrimination peut euh, se passer, c'est quand on n'agit pas en fait. Donc le manque d'intervention, on n'est pas juste à la recherche de comportements négatifs, on peut aussi considérer le manque d'intervention face à une discrimination, face à des comportements discriminatoires, comme contribuant finalement à une forme de discrimination et potentiellement de harcèlement pour la personne trans ou non binaire. Le dernier élément de contexte que je vais souligner, c'est au niveau des changements administratifs. Donc, depuis quelques années, on voit de plus en plus de provinces et de territoires au Canada qui commencent à admettre et à ajouter la lettre X aux marqueurs de genre qui sont disponibles sur les papiers d'identité. Donc, c'est le cas pour en fait, arrivé maintenant, quasiment toutes les provinces, sauf le Québec et le Nouveau-Brunswick, et tous les territoires, sauf le Nunavut. Et il faut dire qu'au niveau fédéral, c'est aussi un changement qui a été adopté, puisque les passeports autorisent également le genre X maintenant sur la notion de genre. Donc, de plus en plus, ça devient clairement un changement culturel inévitable auquel on fait face, puisque la réalité des personnes non binaires, en particulier dans ce cas-ci, s'impose de manière administrative. Donc maintenant, je vais parler un peu des obstacles auxquels les personnes trans et non binaires font face dans leur quotidien. Donc, d'abord, je vais parler rapidement, mais il y a pas mal de textes, je sais, mais je vais essayer de faire un tour assez rapide sur le cycle d'exclusion et de discrimination qui peuvent arriver dans le milieu du sport, en particulier pour les personnes LGBT+, ça veut dire lesbiennes, gays, bisexuelles et trans. C'est un acronyme qu'on a tendance à utiliser pour être inclusif, pour euh, faire remarquer il y a plus d'un type d'identité qui est impacté par ces comportements. La première chose, c'est un cycle vraiment, je vais commencer au numéro un, mais en fait, l'idée, c'est que ce cycle, malheureusement, se perpétue au fur et à mesure. Mais souvent, les enfants commencent à entendre des entraîneurs, entraîneuses et d'autres personnes de leur équipe, d'autres joueurs, joueuses, utiliser du langage homophobe dès leurs 8 ans. C'est quand même assez tôt. Et le problème, c'est que, en fait, l'enfant a tendance à observer des réponses positives, ou en tout cas, y compris par exemple des rires, ou alors l'absence de réponses négatives, ce qui signale immédiatement à ces enfants que l'homophobie, quelque part, permet d'obtenir un statut social plus élevé, que quand on parle ou on agit potentiellement même de manière homophobe, c'est quelque chose qui est bien vu, ou en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas mal vu. Euh, et, euh, et donc, du coup, on intègre finalement que tout le monde autour de nous doit être hétérosexuel ou cisgenre, puisque personne ne semble gêné par ce langage homophobe ou transphobe, et aussi que ces choses sont inoffensives finalement, que ce ne sont que des blagues, c'est pas quelque chose de très important. Évidemment, l'autre pan de cette réalité, c'est qu'outre que les personnes hétérosexuelles ont l'impression du coup d'être la majorité et ne se posent jamais la question de qui d'autre peut être là, mais les enfants dans les équipes qui s'identifient comme LGBT ne se sentent pas en sécurité et reçoivent très très tôt le message qu'ils ne sont quelque part pas bienvenus dans la totalité de leurs identités. Et donc, très souvent, ils sont menés à cacher cette identité euh, pour se protéger finalement, mais leur invisibilité, vous imaginez bien, permet à ce cycle de violence de continuer. Chez les garçons en particulier, il y a beaucoup de pression pour utiliser ce genre de langage homophobe et des fois transphobe pour se conformer
et de projeter vraiment de manière très claire une identité hétérosexuelle, un intérêt pour les filles, afin d'être acceptée. Et évidemment, quand on a grandi dans ce genre d'univers, qu'on a appris que c'était ça les règles ou les attentes quelque part sociales dans nos équipes, dans le milieu du sport de manière générale, on a tendance à reproduire ce modèle pour la génération suivante quand nous-mêmes qui étions joueuses nous retrouvons entraîneuses ou qui étions joueurs nous retrouvons entraîneurs. Donc, l'important, et une partie du travail qu'on espère de faire ici et que la nouvelle politique de Hockey Canada essaye de faire, c'est de casser, de briser ce cycle générationnel de transmission et de parler de ces questions de manière beaucoup plus explicite et de communiquer clairement à tout le monde dans les équipes, quelque part, que ce n'est pas quelque chose dont on continue de ne pas parler, et surtout, ce n'est pas quelque chose qui soit acceptable, voire même valorisé dans ce milieu. Donc, pour revenir sur la réalité des personnes trans et non-binaires en particulier qui sont face à ce milieu-là, on est face à des compromis assez difficiles. Donc, on a des personnes trans et non-binaires qui jouent déjà dans des ligues, dans des équipes, mais qui sont face à la décision de divulguer ou non leur identité. Et donc, du coup, et il y a d'autres qui ne font pas encore partie d'équipe, mais essayent d'évaluer s'il est sécuritaire de rejoindre une équipe ou si elles vont se retrouver face à ce dilemme. Et donc, le dilemme, c'est l'illustration sur la droite que j'ai mis là, c'est que soit on peut divulguer son identité et être visible, mais on risque de se mettre en danger quelque part, que ce soit un danger psychologique parce qu'on est face à des insultes ou à des blagues, ou un danger potentiellement physique. Ou alors, on garde le silence et on est en sécurité, mais du coup, on est obligé de mettre de côté une partie de notre identité qui peut être une partie extrêmement importante. Et il y a des fois un travail psychologique énorme pour justement continuer de se cacher qui peut peser beaucoup sur les personnes au fil du temps. Donc, quand on parle de violence, je parle vraiment ou de discrimination, on parle vraiment d'une gamme de situations difficiles, mais qui peuvent aller de la subtilité à des comportements très, très apparents. Donc, du côté de la subtilité, on a des présomptions. Donc, l'idée que tout le monde autour de nous est hétérosexuel ou cisgenre, sauf si une personne l'a fait savoir de manière très, très explicite. Mais en tout cas, quand on est face à un nouveau groupe, on a tendance à présumer que tout le monde est cisgenre ou hétérosexuel. Ça, c'est une présomption qui met en place, en fait, qui permet au reste de se mettre en place. Donc, après, on a les blagues qui peuvent être plus ou moins méchantes, mais la blague, ça vient une fois encore, c'est la base sur laquelle on peut créer du lien social en présumant que personne ne va vraiment être blessé par ces blagues puisqu'on ne pense pas que les personnes LGBT sont parmi nous. Ensuite, là où on devient plus intentionnel et il y a plus de méchanceté, on arrive sur les rumeurs, puis les menaces et puis la violence, qui peut être de la violence physique ou psychologique, de l'intimidation, où là, ça devient de plus en plus apparent et de plus en plus violent, évidemment, à vivre. Quand on parle de discrimination délibérée, à quoi ça ressemble dans le milieu du sport en particulier? C'est par exemple le refus de jouer ou de travailler avec une personne car elle est trans. C'est l'exclusion de cette personne de réunion ou de prise de décision. C'est le refus de proposer des adaptations qui sont nécessaires ou raisonnables pour que cette personne puisse continuer de jouer. C'est le mégenrage ou l'utilisation du mauvais prénom de manière intentionnelle. Une fois encore, je souligne la question de l'intentionnalité puisque c'est très différent d'avoir à apprendre un nouveau prénom et de se tromper au début par rapport au refus d'utiliser ce nouveau prénom. Donc, on va revenir là-dessus, mais vraiment, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Il y a aussi la divulgation de l'identité de genre de quelqu'un de manière intentionnelle dans le but de causer du tort. Donc, quand on parle de quelqu'un à une autre personne et qu'on révèle cet aspect de son identité, alors que peut-être elle ne souhaite pas qu'on en parle, c'est aussi une façon dont on peut discriminer ou en tout cas faire violence à quelqu'un. Excusez-moi. Donc là, je veux donner quelques chiffres. Le premier chiffre, c'est une étude qui date de 2019 où 82% des participants participantes avaient été témoins de propos homophobes ou transphobes dans le milieu du sport. Et les femmes trans qui faisaient partie de cette étude, qui regroupe plus de 5000 personnes, donc c'est une grosse étude,
quasiment la moitié des femmes trans déclarent avoir été victimes de discrimination l'année précédente. Un autre chiffre, c'est 73% des participantes dans cette autre étude de 2015 ne se sentent pas en sécurité pour faire leur coming out auprès de leurs coéquipiers coéquipières. Ces chiffres commencent à dater un peu. 2015, ça fait quand même quasiment 10 ans maintenant. Mais c'est pour donner une idée de l'historique. Et malheureusement, les choses peuvent changer assez lentement. Donc maintenant, je vais parler un peu des obstacles subtils qui peuvent exister aussi. Donc ça peut ressembler à des plaisanteries assez méprisantes sur les besoins des personnes trans. Ça peut ressembler à des questions envahissantes. Je vais vous donner des exemples. euh, à de la divulgation accidentelle de l'identité de genre de quelqu'un. On peut ne pas penser que c'était quelque chose dont la personne n'a pas envie que l'on parle. Cela peut être du mégenrage ou l'utilisation accidentelle d'un mauvais prénom. Et ça peut être ce qu'on appelle des microagressions, donc ces petits commentaires qu'on entend régulièrement, qui en soi ne sont pas peuvent se comprendre ou peuvent venir d'une ignorance qui peut être compréhensible, mais c'est l'accumulation de ces choses qui peut avoir un impact. Donc, des exemples, par exemple, de choses qu'on peut entendre en tant que personne trans ou non binaire qui peuvent avoir un impact au fil du temps, c'est des choses comme waouh, je n'aurais jamais deviné que tu étais une fille à la naissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes trans que l'on remarque immédiatement? Ça suggère qu'il y a une hiérarchie, que c'est plus impressionnant, c'est plus remarquable, c'est mieux d'être une personne dont on ne peut pas savoir qu'elle est trans. Poser une question sur une opération chirurgicale, si quelqu'un a subi ou pas une opération chirurgicale, c'est évidemment quelque chose de très très personnel. On se permet rarement de poser ce genre de questions à des personnes que l'on connaît qui ne sont pas des amis proches. On peut aussi avoir des comportements qui nient l'importance ou la réalité même de langage neutro-inclusif. Donc, par exemple, un commentaire sur le pronom il, ça n'existe pas vraiment, c'est une invention. Ou alors du langage qui, une fois encore, minimise l'importance de l'identité de genre. Donc, des gens qui vont dire quelque chose comme oh, moi, je m'identifie comme un éléphant violet. Ce qui peut paraître être une petite blague, mais une fois encore, ça minimise vraiment la réalité et l'importance de l'identité de genre pour les personnes trans. Et je vais finir sur la note que tout ça, ce sont des choses assez subtiles. Ça ne veut pas dire que ça a peu d'impact, surtout, une fois encore, si ce sont des choses qui sont répétées. Quand on entend un de ces commentaires une fois par an, bon, ça peut devenir un peu ennuyeux, un petit peu énervant au fil du temps, mais c'est pas très grave. Souvent, les personnes trans sont assez généreuses et n'ont pas de problème soit à ignorer ce genre de commentaires, soit à répondre même à des questions qui peuvent être un petit peu envahissantes si elles ont un lien d'amitié ou si elles sont dans une équipe avec quelqu'un, par exemple. Mais ce qui peut peser, c'est vraiment le fait d'être face à ces commentaires et ce genre de remarques de manière permanente. Et malheureusement, c'est bien plus souvent la réalité que le commentaire vraiment très rare. C'est les personnes qui sont identifiées comme trans, qui s'identifient de manière explicite comme trans auprès de soit de leur travail, soit de leur équipe de sport, peuvent du coup recevoir beaucoup de ce genre de commentaires et ça peut finir par peser et puis par avoir l'impression qu'on ne parle que de ça au lieu de, si on est dans une équipe de sport, c'est sans doute qu'on a envie et qu'on aime faire du sport. Donc, une fois encore, ça arrive beaucoup. 59%, donc quelques chiffres, et qui viennent là d'une étude qui a été conduite au Canada par l'équipe Transpulse en Ontario. Donc, 59% des personnes non binaires et 26% des hommes et femmes trans déclarent avoir été mégenrés quotidiennement. Donc, une fois encore, se tromper de temps en temps ou avoir quelqu'un qui se trompe de temps en temps sur nos pronoms ou notre prénom, ce n'est pas forcément très très grave, mais quand ça arrive de manière quotidienne, vous pouvez imaginer que ça finit par saper le moral et puis son sens de soi. 70% des personnes non binaires et 54% des femmes et hommes trans ne corrigent jamais ou rarement les autres lorsqu'elles sont mégenrées parce que ça demande ça demande trop de temps finalement. Et puis ça demande de l'énergie. On ne sait jamais comment la personne en face va réagir, si du coup elle va mal nous voir, si elle va être anxieuse, si qu'est-ce que ça peut faire à notre relation. Donc souvent le plus simple, malheureusement, c'est de laisser passer.
Mais quand on laisse passer, on se retrouve aussi souvent face à plus de comportements et plus de mégenrage. Enfin, 57% des personnes non binaires et 73% des femmes et hommes trans étaient assez ou très blessés d'avoir été mégenrés. Donc, malgré l'impact que ça peut avoir, on voit que les personnes choisissent souvent de ne pas en parler. Quand on parle du sport spécifiquement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut souligner qui peuvent expliquer le manque d'accès au sport pour les personnes trans et non binaires. D'abord, il y a le fait que historiquement, il y a seulement des équipes féminines et masculines. Donc, ça laisse de côté en particulier les personnes non binaires. Pareil pour les vestiaires. Souvent, c'est des vestiaires qui sont séparés entre les hommes et les femmes. En plus, il peut y avoir dans le milieu du sport, mais c'est quelque part un reflet de la société de manière plus générale, une vision assez étroite de qui peut être une femme ou un homme. Et ça peut du coup avoir un impact sur qui est bienvenu quelque part dans une équipe féminine ou masculine, selon la façon dont cette personne s'identifie ou se présente, s'exprime. Et c'est là qu'on voit des liens entre la transphobie et l'homophobie, puisque il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que les hommes gays, par exemple, en particulier les hommes qui sont efféminés, peuvent être mal reçus et mal vivre finalement leur participation dans des équipes de sport parce qu'il y a une idée que un vrai homme, ça a une attitude, ça a un corps, ça a des maniérismes qui sont plus masculins. Et finalement, enfin, il y a des idées fausses sur la physicalité des athlètes trans. Donc, il y a des idées reçues sur quel avantage physique, par exemple, ça peut donner ou pas de prendre des hormones, d'avoir transitionné, de ne pas avoir transitionné, d'être né dans un corps en particulier. Et ça, c'est un très gros obstacle qui crée des préjugés, mais aussi, du coup, qui fait hésiter souvent les personnes trans à se lancer ou continuer dans des sports qu'elles aiment. Et c'est pour ça, c'est à cause de ce manque d'accès historique, à cause de ces structures finalement qui ont pu créer de l'exclusion, qu'on a besoin de politiques et de procédures pour surmonter ces obstacles. Donc, je vais juste donner un exemple, par exemple l'exemple des toilettes qui pourrait aussi s'adapter au vestiaire, mais pour que vous vous projetiez un instant dans le quotidien d'une personne trans. Donc, je suis trans ou non-binaire, j'ai besoin de toilettes. S'il y a les toilettes que je veux autour de moi, et si je n'ai pas de doute sur le fait que je suis le bienvenu ou la bienvenue dans ces toilettes, hop, on est dans la ligne du bas, je trouve les toilettes dont j'ai besoin, parfait, mission accomplie, je peux aller aux toilettes. S'il n'existe pas des toilettes dont j'ai besoin, donc prenons l'exemple d'une personne non-binaire, il n'y a pas de toilettes individuelles, par exemple, il n'y a que des toilettes d'hommes ou que des toilettes de femmes qui sont disponibles, j'ai trois choix face à moi. Je peux soit décider d'utiliser les toilettes des hommes ou les toilettes des femmes, sachant que ça correspond seulement partiellement à mes besoins. Le plus gros risque, évidemment, c'est de faire face à du harcèlement parce que les personnes que je peux rencontrer dans ces toilettes n'acceptent pas forcément ma présence dans cet espace. Mon autre option, c'est d'aller chercher ailleurs, finalement, des toilettes qui me correspondent, d'aller à un autre étage ou dans un autre bâtiment. Ça veut dire dépenser plus d'énergie. Ce n'est pas toujours possible non plus selon le temps que j'ai. Vous imaginez que s'il faut que je fasse ça 3 fois par jour, je pose inconvénient par rapport à une personne qui a des toilettes disponibles par défaut. Et la troisième option, c'est tout simplement d'éviter d'y aller. Je me retiens. Et ça a des conséquences établies sur la santé. Et effectivement, on voit ça dans les études qui ont été faites sur le sujet. 59% des personnes interrogées sur cette étude des personnes trans évitent d'aller aux toilettes par peur d'être harcelées. Et 32% ont évité de boire ou de manger pour réduire le besoin d'aller aux toilettes. Et vous pouvez bien imaginer la conséquence que ça peut avoir de ne pas boire ou ne pas manger, en particulier dans le contexte de la pratique du sport où c'est extrêmement important de bien s'hydrater ou d'avoir suffisamment de calories et d'énergie pour participer. Et donc là, le petit dessin que je partage, c'est que quelqu'un qui est face à une autre personne dans les toilettes qui lui indique qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Et donc, ce qu'on préférerait voir, c'est effectivement des personnes qui acceptent que
on ne peut pas deviner l'identité de genre quand on regarde une personne et que donc par défaut, si cette personne ne fait rien de mal dans cet espace des toilettes, qu'elle est juste en train d'essayer d'utiliser des toilettes, ben, on peut se retenir de essayer de faire la police et plutôt faire remarquer que c'est des jolies chaussures que cette personne porte. Donc voilà, j'espère que vous, je sais que je parle, il y a beaucoup de contenu, comme je disais tout à l'heure, je sais que ça fait un aperçu assez rapide. J'espère que vous prenez des notes, que vous n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, soit à utiliser le site menti.com, soit une fois encore à utiliser l'option de questions-réponses qui est disponible sur Zoom. Et je laisserai du temps à la fin pour qu'on puisse parler de toutes ces questions. Et pour l'instant, je vais continuer. Et maintenant, je vais parler donc de la politique de soutien qui est mise en place. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer finalement la réalité que je viens de décrire? Donc, pour résumer, depuis quelques mois maintenant, OK Canada a introduit une politique sur l'identité et l'expression de genre et a élaboré une politique relative au vestiaire avec un guide de mise en œuvre pour soutenir les ligues et les différentes fédérations et du soutien qui existe sous forme de différentes formes de communication, dont la foire aux questions qui est disponible, il me semble, sur le site Internet. Vous pouvez vous tourner vers Myriam si vous avez besoin de précision ou s'il y a des documents que vous avez du mal à trouver. Tout ça a été développé par OK Canada en lien avec Transfocus. Et ces documents cherchent à clarifier la participation des personnes trans et non binaires dans le hockey, ainsi que la question spécifique de l'accès au vestiaire. Donc, que dit cette politique de soutien? D'abord, sa raison, c'est évidemment de favoriser une participation équitable et sécuritaire dans le hockey pour tout le monde. Et c'est important de souligner, le but, c'est vraiment d'accueillir tout le monde. Participer à une équipe, c'est la politique. Donc, c'est dit que qu'il devrait être possible de participer à une équipe qui correspond à son genre sans avoir besoin d'opérations chirurgicales, d'hormones ou même d'annonces, qu'on n'a pas besoin de divulguer quoi que ce soit sur son identité de genre de manière publique. L'exception, ce sont les compétitions régies par des organismes internationaux, puisque celles-ci ont leurs propres règles. Le but de cette politique, c'est aussi de changer nos habitudes pour recueillir des informations sur le genre plutôt que le sexe, de manière plus développée lors de l'inscription. C'est comme ça qu'on met en place en fait la possibilité d'interaction respectueuse en particulier, puisque effectivement l'autre message essentiel de cette politique, c'est l'importance de respecter le prénom, les pronoms et les accords choisis par la personne. Quant à la politique pour les vestiaires, la raison, c'est une fois encore un accès équitable et sécurisé aux vestiaires pour toutes les personnes qui participent à ce sport. La tenue vestimentaire minimale requise pour le vestiaire et la politique parle de la tenue vestimentaire minimale requise pour le vestiaire où il faut garder un élément sur le haut de son corps et qui est recommandé pour la douche. Cela demande aussi que toutes les joueurs et joueuses soient présentes dans les vestiaires pour les discussions d'équipe et rappelle que les vestiaires sont des espaces d'équipe. Cette politique rentre aussi un peu dans les détails pour des mesures d'adaptation qui peuvent être parfois nécessaires pour diverses raisons, par exemple des questions de religion, de genre, de statut médical. Et enfin, elle souligne que la règle de deux est requise, donc c'est-à-dire qu'il y a besoin de deux adultes à tout moment, soit dans les vestiaires, soit juste en dehors des vestiaires, pour s'assurer que les vestiaires sont un espace où il n'y a pas de discrimination ni d'intimidation. Et je note au passage que cette politique est utilisée depuis maintenant plusieurs années par OK, OK aux États-Unis, OK USA et Terre-Neuve et Labrador. Donc ce n'est pas vraiment une nouveauté, ou en tout cas ce n'est pas la première fois qu'on met en place ce genre d'équipe dans le milieu du hockey. Alors, avant de rentrer dans les détails, donc je vais maintenant passer à une partie où je vais parler rapidement des questions les plus courantes finalement auxquelles vous pourrez faire face ou peut-être que vous vous posez vous-même par rapport à ces nouvelles politiques pour vous commencer à vous donner des éléments de réponse et vous équiper pour répondre à ces mêmes questions si on vous les pose à un moment. La première chose, c'est que faire si les parents sont contrariés de ce changement de politique.
Alors, l'important, c'est de commencer par souligner la valeur d'inclusion de Hockey Canada, d'expliquer que c'est une valeur essentielle finalement de la fédération. Expliquer qu'une politique est nécessaire pour répondre aux questions uniques liées aux athlètes trans et non-binaires. C'est une population à laquelle on n'a pas beaucoup pensé historiquement et donc il était nécessaire de revoir nos politiques en pensant à ces personnes. Et il faut se concentrer sur le fait qu'une fois encore, l'important, c'est la participation de toutes les personnes. Et donc, si il y a par exemple quelqu'un ou un parent qui est mal à l'aise par rapport à un aspect de la politique, il y a des mesures d'adaptation qu'on peut mettre en place pour s'assurer que tout le monde peut continuer de faire du sport de manière respectueuse et de manière inclusive. Donc, on ne cherche pas à mettre en avant une personne ou certaines personnes plutôt que d'autres. Deuxième question que l'on peut poser, on peut se poser ou qu'on peut entendre souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait si les participants d'une autre équipe posent des questions parce qu'ils regardent notre équipe et ils croient voir quelqu'un qui leur paraît ne pas correspondre à notre équipe, par exemple. Là, quand il y a ce genre de situation-là qui survient, le plus important, c'est de se souvenir qu'il faut préserver la confidentialité des joueurs et des joueuses. Il ne faut jamais se retrouver dans une situation où on explique le genre de quelqu'un, surtout si cette personne n'a pas donné son accord auparavant. La réponse la plus simple à donner, c'est cette personne, s'il y a une question sur une personne en particulier, cette personne est dans la bonne équipe. On sait reconnaître que la personne peut se poser des questions, mais il n'y a pas de doute, cette personne est dans la bonne équipe. S'il y a besoin de rentrer dans plus de détails, ça peut être possible de rappeler qu'il est impossible de connaître l'identité de genre d'une personne sur la base de son apparence et de son anatomie. Donc, si la personne est ici sur le terrain, c'est parce qu'elle est dans la bonne équipe. Et il n'y a pas à poser des questions au-delà de cela. S'il y a des participants qui pensent que c'est injuste, là, on peut rentrer dans plus de détails, rappeler toujours une fois encore le principe d'équité et d'inclusion qui sous-tend la politique. Ça peut être un moment pour parler des obstacles uniques vécus par les athlètes trans et non-binaires. Euh, Expliquer qu'évidemment, souvent le genre a été utilisé, surtout historiquement, comme un indicateur d'équité, en particulier en regardant les équipes féminines, hein, par rapport à comment les équipes masculines étaient traitées, puisque historiquement, il y avait beaucoup d'inéquité même entre les hommes et les femmes dans le sport. Et donc, c'est pour ça qu'historiquement, on a utilisé cet indicateur et on y a pensé de manière binaire homme-femme, parce qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de la complexité des questions de genre, mais on le sait maintenant, les réalités plus complexes, et donc il est important que nos indicateurs et nos pratiques se complexifient en retour. Et vous pouvez même aller jusqu'à fournir une copie de la revue de la littérature qui existe, qui a été faite par le CCES, pardon. Et donc là, j'ai mis ça en lien. Et une fois encore, Myriam, si vous avez des questions après la présentation, vous pouvez toujours vous mettre en contact avec Myriam ou avec Transfocus et moi-même pour obtenir les détails si vous voulez lire ça de manière plus détaillée. La dernière question qui peut revenir souvent, c'est la question qui est encore liée à la question d'injustice, hein, qui est la question, et si les hommes cisgenres utilisaient la politique comme moyen de tricher pour gagner? Outre le fait, et je mets ça de côté rapidement, qu'un homme gagne forcément sur des femmes, ce qui n'est pas ce qui n'est pas toujours une réalité, ce fait n'a jamais été observé ou reporté. Euh, donc c'est souvent une peur, mais une peur qui n'est pas fondée finalement. La transition, je le rappelle pour les personnes qui peut-être ne le savent pas, est un processus long et difficile. C'est un processus long et difficile pour les personnes pour qui cette transition est essentielle. Il y a beaucoup de personnes qui reportent leur transition pour plein de raisons parce que ça paraît très difficile et qui en souffrent en conséquence. Donc, imaginez que quelqu'un puisse faire une transition de genre comme ça pour pouvoir se retrouver dans une position supérieure dans un sport, c'est vraiment sous-estimer en fait l'impact et ce processus. Ce n'est pas faisable, clairement. Et si le but c'est de tricher, clairement, il existe d'autres moyens plus faciles pour les hommes cisgenres de tricher. Et ça, c'est le cas malheureusement depuis des années, sans doute depuis le début du sport.
Et enfin, certaines personnes peuvent se demander qui d'autre a effectué ce travail. Ça peut toujours paraître difficile d'être les premiers à essayer de nouvelles pratiques, de nouvelles politiques. Spécifiquement dans le sport, on a la Fédération de hockey de l'Ontario, de Terre-Neuve-et-Labrador et de hockey de Colombie-Britannique qui ont travaillé sur ces questions, qui sont en avance sur ces questions-là. Euh, la majorité des organismes, dans les autres sports, la majorité des organismes nationaux de sport ont une politique sur ce sujet depuis 2017 et on voit un éventail de politiques aux États-Unis et en Europe. Évidemment, il y a beaucoup de différences, beaucoup d'États dans les deux cas, mais en tout cas, on en est loin d'être au tout début de ce travail dans le sport. Ce n'est pas du tout, il y a beaucoup d'exemples vers lesquels on peut se tourner et des exemples qui nous montrent bien qu'il n'y a pas de conséquences gravissimes à ces changements et qu'au contraire, cela améliore la pratique du sport pour un plus grand nombre de personnes. Maintenant que j'ai parlé un peu des éléments structurels en fait qui sont mis en place à travers cette nouvelle politique, j'aurais parlé rapidement des éléments culturels que l'on peut mettre que l'on peut mettre en place, pardon, pour soutenir ces nouvelles politiques et puis surtout pour rendre le quotidien des personnes trans et non-binaires plus respectueux, plus inclusif. D'abord, agir en tant qu'allié, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Agir en tant qu'allié, ça veut dire être consciente des obstacles et être une observatrice ou un observateur de ces obstacles. Parce que des fois, ça peut servir à valider l'expérience de quelqu'un, à confirmer l'expérience de quelqu'un et potentiellement à soutenir cette personne si elle cherche à ce que ce qu'elle a rencontré puisse changer. Agir en tant qu'allié, souvent, ça veut dire s'engager dans l'écoute active avec beaucoup d'humilité. Le but, c'est d'écouter la personne, de comprendre son expérience avant de chercher à imposer son expérience ou sa compréhension sur l'autre personne. Il faut savoir, je l'ai déjà dit rapidement dans le passé, que c'est OK de faire des erreurs et de réparer le mal qu'on a pu faire, puisque tout le monde peut comprendre que les erreurs, ça arrive. L'important, c'est de faire des efforts pour offrir son soutien et de demander de l'aide si vous avez un doute sur comment est-ce que vous pouvez agir de la meilleure façon. L'idée, c'est que tout le monde participe à la création d'un sentiment de sécurité. Le but d'une culture inclusive, enfin, une culture inclusive, ça peut se construire que quand le groupe entier fait des efforts sur ce sujet-là. Donc, quelques éléments importants à garder en tête. D'abord, le rappeler à vos membres, une fois encore, qu'on n'a pas besoin de connaître le genre d'une personne pour interagir avec elle avec respect. Le plus important, c'est de savoir quel pronom et quel prénom elle utilise, quels accords. Donc, se concentrer sur le langage, puisque cela, ça vous donne assez d'éléments et assez de connaissances pour pouvoir la traiter de manière respectueuse. Et le mieux, c'est d'éviter la curiosité ou les commérages sur le genre ou l'apparence des autres. La responsabilité qu'on a, surtout quand on est dans une position de leadership, c'est de créer un environnement sûr et inclusif, même si aucune personne trans ou non-binaire n'est connue, puisque d'abord, vous ne savez pas comment les personnes s'identifient, et puis surtout que ce travail est extrêmement important à faire en amont pour que le jour où un athlète trans ou non-binaire ou une athlète trans ou non-binaire rejoigne l'équipe, ce travail ait déjà été fait. Il est donc important d'éduquer les équipes en amont sur le respect des personnes trans et non-binaires, de répondre à leurs questions, et puis pour revenir au cycle dont je parlais tout à l'heure, de répondre aux blagues et aux commentaires désobligeants ou désobligeants envers les personnes trans non-binaires ou envers les personnes LGBT de manière plus large, pour changer justement la culture dans laquelle l'équipe fonctionne. Quelques actions qui peuvent être possibles, c'est d'identifier et de travailler collectivement pour s'occuper des obstacles structurels. Donc là, en l'occurrence, OK Canada a déjà fait beaucoup de ce travail, mais si vous remarquez d'autres choses qui ne fonctionnent pas, c'est là qu'on peut travailler collectivement pour s'y attarder. On peut partager des articles positifs sur les thématiques trans et non binaires, reconnaître par exemple la journée de la visibilité trans qui arrive en mars ou la journée du souvenir trans qui est en novembre, éviter des hypothèses sur le passé des joueurs, donc une fois encore se retenir de cette curiosité qu'on peut avoir, et puis bien se souvenir que s'il y a des informations visibles sur les réseaux sociaux, c'est important de ne pas partager avec les autres, sauf si la personne en a donné l'autorisation. Donc,
Je vais revenir là à un autre petit élément d'interaction. Réfléchissez à un moment où quelqu'un a fait une préposition, une supposition incorrecte par rapport à vous, en fait. Une fois où peut-être on vous a mal compris, on a fait une supposition qui n'était pas vraie par rapport à vous. Remettez-vous dans ce moment-là. Quelle était votre réaction? Quel était votre ressenti dans ce moment-là, quand on se trompe quelque part sur un élément de vous, de votre histoire, quand on suppose de manière incorrecte ce que vous avez pu vivre? Comment est-ce que comment est-ce que cela vous laisse? Je laisse quelques instants aux personnes pour partager leur vécu. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de réactions, hein. Il n'y a pas de réaction, pour être clair, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Tous ces sentiments ou toutes ces émotions sont légitimes. On peut être complètement indifférent par rapport à ce fait. Et pour certaines personnes, ça arrive très peu parce que, pour plein de raisons, hein, mais en particulier quand on a des identités dominantes ou quand on a des expériences qui correspondent à la majorité de la population, c'est vrai que les suppositions sont rarement incorrectes. Mais on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont des émotions plus négatives par rapport à ces expériences. Ça peut les laisser en colère, ça peut les laisser frustrés ou ennuyés. Ce que je vous inviterai à faire, c'est de penser à ces moments-là, quand on fait des mauvaises suppositions par rapport à vous, et utiliser ça comme un exemple de pourquoi est-ce que vous pouvez pourquoi pour d'autres personnes ça pourrait évoquer de la colère, de la frustration, parce que c'est souvent la réalité pour certaines personnes. C'est cette frustration, cette tristesse. Aujourd'hui, on n'a pas de personne qui reporte se sentir triste ou anxieuse par rapport à ces expositions, mais ça arrive pour beaucoup de gens. Et donc, le but, c'est de se projeter et d'imaginer qu'effectivement, vous avez pu ressentir ces émotions dans d'autres circonstances, et c'est une réalité que beaucoup de personnes trans et non-binaires peuvent subir. Alors, donc, enfin, un des derniers éléments dont je veux parler, c'est du langage inclusif, puisqu'on en a, c'est important dans toutes les langues, mais je l'ai souligné un peu plus tôt. En français, c'est un sujet qui est particulièrement important, puisque c'est une langue qui est naturellement organisée autour du féminin et du masculin. Et donc, l'image que je mets là d'une personne qui parle à une foule et qui dit bonjour à tous, qui est un élément de langage neutre, on pourrait dire aussi bonjour à tout le monde. On a des personnes dans la foule qui, du coup, se sentent vues quelque part, se sentent validées par ce langage parce qu'elles se disent, tiens, on a pensé à moi, ça fait du bien. Alors que si on avait dit bonjour mesdames et messieurs, par exemple, qui est une formule assez commune en français, ben, les personnes dans le public qui ne se sentent ni femmes ni hommes peuvent se sentir mises de côté dès le début d'un discours. Donc, la première chose, c'est de faire une pause quand on rencontre quelqu'un. On a tellement l'habitude, quelque part, de utiliser le genre comme un élément premier pour comprendre la personne face à laquelle on est, qu'on a tendance à automatiquement assigner un genre à une personne avec qui on interagit. Donc, le rappel à faire, c'est on ne connaît pas le genre d'une personne que l'on rencontre et on ne connaît certainement pas les pronoms ou les accords que cette personne utilise. Et la réflexion qu'on peut se faire à soi-même, c'est pourquoi est-ce que je crois avoir ces informations quand je suis face à quelqu'un? Quelle présomption suis-je en train de faire? Quel élément, finalement, sur la base de quel élément est-ce que je suis en train de faire des présomptions? Par exemple, est-ce que cette personne a une pomme d'Adam qui est visible? Ça me fait présumer que cette personne est un homme. Est-ce que cette personne porte du maquillage? Est-ce que cette personne porte une jupe? Est-ce que cette personne a une barbe ou pas? Tout ça, ce sont des éléments où la voix, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que cette personne a une voix plutôt aiguë, plutôt grave? Il y a tout un tas d'éléments comme ça que notre cerveau reçoit et a tendance à immédiatement utiliser pour présumer le genre d'une personne. Et apprendre à faire une pause et à reconnaître ce moment, ces liens, ces connexions que le cerveau fait, cela peut beaucoup aider pour interrompre en fait ces automatismes et à la place partir du principe que si on rencontre quelqu'un et cette personne nous est inconnue jusque-là,
on n'a pas forcément les éléments qu'on pourrait penser avoir. Et donc, à la place, on peut pratiquer d'utiliser des termes inclusifs. Donc, au lieu de dire filles et garçons, on peut dire des jeunes. Au lieu de dire femmes et hommes, on peut dire personne. On peut dire athlète, on peut dire l'équipe. Monsieur, madame, on peut utiliser des prénoms, des salutations. Si on a besoin de, de demander l'attention de quelqu'un, on peut dire la personne en bleu ou la personne avec les cheveux oh, mince, évidemment, j'ai de l'anglais qui vient. La personne avec les cheveux courts ou la personne avec les tennis très jaunes. Vous pouvez choisir un autre élément qui permet de distinguer la personne dans une foule ou dans le groupe. Une expression comme elle les filles, les gars, dire plutôt allô tout le monde, attention s'il vous plaît. Une fois encore, mesdames et messieurs, j'ai proposé quelques alternatives. Plutôt que de dire votre mari, votre femme, dire votre partenaire. Ça évite de présumer si la personne est en couple avec un homme ou une femme. Et puis, il y a quelques termes inclusifs qui sont quelque part en création actuellement en français. Un que j'aime bien en particulier, c'est une alternative à frère ou sœur, c'est le mot adelph qui vient du grec. Donc, les personnes qui ont travaillé, fait ce travail sur la langue ont été chercher des racines grecques puisque le français a beaucoup de racines grecques et latines. Et ils ont trouvé ce mot adelph, ou ils ont créé ce mot adelph qui peut servir. Le problème, c'est qu'en français, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque par exemple, dès qu'on utilise un article définitif ou infinitif, définitif ou indéfinitif, pardon, avec le mot adelph, par exemple, ça peut indiquer un genre féminin ou masculin. Et donc, il y a tout un travail plus en profondeur à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a beaucoup d'informations au lien que je mets ici, que j'ai mis ici en bas de l'écran. C'est un Linktree que moi et un collègue avons créé ensemble quand nous avons fait des présentations sur ce sujet. Et ça vous mènera à beaucoup de ressources sur comment est-ce que vous pouvez travailler vers un français plus inclusif, en particulier quand vous parlez de groupe ou de manière générale. Le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont fait un travail énorme sur ces sujets-là depuis quelques années. Donc, il y a beaucoup de ressources là pour vous aider à repenser un peu votre langage. Pour l'instant, je vais vous donner quelques éléments sur comment vous renseigner sur le langage à utiliser pour d'autres personnes. Donc, par exemple, se renseigner sur les pronoms ou les accords de quelqu'un. Il y a les interactions plus brèves où vous pouvez soit utiliser du langage inclusif dès le début, comme cette personne veut rejoindre l'équipe, elle joue très bien. Le fait d'utiliser une personne, ça immédiatement évite d'avoir à se poser la question de quels accords cette personne préfère, puisqu'on peut utiliser du féminin en se rapportant à cette personne. Vous pouvez même sur des interactions brèves demander tout simplement, je ne veux pas me tromper, quels pronoms utilisez-vous, quels accords utilisez-vous. Dans des interactions plus longues ou avec quelqu'un que vous allez rencontrer de manière plus fréquente, vous pouvez vérifier, regarder sur la fiche de la personne, éventuellement sa signature de courriel, c'est devenu un peu une habitude dans certains organismes. Ou alors, vous pouvez donner l'exemple en commençant quand vous vous présentez en disant, je m'appelle Hélène et j'utilise les pronoms elle et elle. Je préfère les termes neutres quand on parle de moi, c'est ce que j'ai fait au début de la séance. Et ce que cela fait, c'est que ça ouvre la possibilité à la personne en face de vous donner des éléments de réponse par rapport à elle. L'important, c'est de se souvenir qu'il ne faut jamais exiger qu'une personne partage ses pronoms ou ses accords. Ça doit toujours rester une pratique volontaire. Et donc, ça peut vouloir, dans certains cas, ça peut vouloir dire apprendre à utiliser du vocabulaire inclusif ou neutre pendant un certain temps si la personne ne vous a pas donné d'éléments de réponse. Donc, un petit exemple sur le pronom yel et la grammaire neutre, qui sont une fois encore des pratiques assez nouvelles en français. Donc, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore l'habitude de les intégrer dans notre langage. Mais donc, ici, nous avons Domi qui joue dans votre équipe et utilise le pronom yel. Donc, on pourrait dire des choses comme j'aime bien jouer avec Ellie. Yel fait toujours de belles passes. Ou Domi, je le connais. Yel joue dans mon équipe. Domi est une personne très douée. Euh, ou alors quelque chose comme Demi est très doué pour le hockey. Tous ces éléments de langage ne vous forcent pas à assigner, enfin, ne vous forcent pas à utiliser du langage non binaire par rapport à Demi. Et donc, ça peut permettre de parler de manière plus inclusive.
je souligne quand même que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le langage neutre en particulier. Parler de manière inclusive, de manière générale, je dois avouer que c'est assez facile quand on commence à prendre l'habitude. Et une fois encore, les ressources que j'ai mis en lien ici, le Linktree sur le français inclusif, il y a plein d'exemples et d'éléments pour apprendre à parler de manière générale, de manière plus inclusive. C'est plus difficile et ça demande plus de pratique quand on veut parler de manière neutre d'une personne particulière, puisque c'est là que le français se rabat beaucoup sur de la terminologie binaire de langue, pardon, du féminin ou du masculin. Ça, il y a un travail d'habitude à prendre et c'est quelque chose qui peut prendre du temps à se mettre en place et qui est toujours un peu en mouvance, hein. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de consensus sur à quoi ressemble le français neutre. Et donc, c'est juste pour vous inviter à reconnaître ses limites. Et ça veut dire qu'on peut avoir de la compassion par rapport à soi-même. C'est normal qu'on tout toutes les personnes qui sont ici ont grandi avec un français très binaire, très masculin-féminin. Ça demande beaucoup de travail quelque part, de repenser et de faire fonctionner son cerveau différemment. C'est vraiment repenser certains éléments de langage et ça se met en place tout doucement. Et donc c'est important d'essayer, mais c'est aussi important de reconnaître que c'est quelque chose qui est en pleine création quelque part. Moi, je trouve ça assez beau finalement d'être un locuteur-locutrice du français dans ce moment où on est en train de se poser des questions sur comment rendre cette langue plus inclusive. Mais je le reconnais, des fois, ça rend aussi plus difficile notre vécu par rapport à des personnes qui fonctionnent en anglais de manière permanente, par exemple. Je rappelle quand même pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que ça vaut le coup de faire des efforts même en français où ça peut demander des efforts plus significatifs qu'en anglais, par exemple. Le langage inclusif, c'est très important parce que ça crée une culture où ça fait partie du quotidien d'inclure tous les genres et de partager ses pronoms et ses accords. Et une fois encore, pour, en particulier dans les équipes ou les fédérations ou les ligues où il n'y a pas encore de personnes trans ou non-binaires qui se soient nommées de manière explicite, cela crée un environnement qui permet à des personnes à l'avenir de faire cette divulgation, de se faire connaître, parce qu'on a créé déjà un environnement où c'est clair qu'il y a de l'espace pour ces personnes-là. En plus, ça permet d'éviter de distinguer les personnes trans et non-binaires ou d'attirer l'attention sur elles. Quand tout le monde a l'habitude de partager ses pronoms, c'est moins étrange si quelqu'un le fait. Donc, ça permet à une personne de se sentir qu'elle fait partie du groupe. Ça évite de contribuer à des sentiments de stress, d'anxiété, d'exclusion sociale. Ça évite les corrections fréquentes, puisque si on a déjà l'habitude de parler de manière inclusive, ben, on a moins de chances d'être face à des moments où on se trompe. Si on a pris l'habitude de ne pas présupposer qu'une personne est un homme ou une femme selon des éléments d'apparence en particulier ou des éléments de voix, par exemple, et ben on a moins de chances de se tromper. Et donc, c'est un petit effort à faire d'un point de vue individuel, mais ça a vraiment un impact très positif, un grand impact positif de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Je vais revenir rapidement sur que faire si on se trompe, puisqu'une fois encore, l'erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs, j'en fais encore, malgré le fait que je travaille sur ces sujets depuis très longtemps. Et puis, personne ne s'attend à la perfection. Ça, je veux le dire très clairement. Pour avoir travaillé sur ces questions-là depuis maintenant des années, je ne connais pas une seule personne trans qui exige que tout le monde soit parfait dès le début, surtout si cette personne fait une transition à l'intérieur d'un groupe qu'elle connaît déjà, mais même si c'est une nouvelle personne, toutes les personnes trans savent très bien que le désapprentissage prend du temps. Et mon expérience, en tout cas, c'est que le rattrapage est presque toujours plus important que l'erreur elle-même. C'est-à-dire que si vous vous trompez et que vous montrez que vous prenez ça au sérieux et que cela vous importe, que vous vous entraînez et que vous montrez bien aux personnes que vous vous entraînez pour que ces nouvelles pratiques linguistiques deviennent plus naturelles, eh bien, les personnes sont tout à fait compréhensives et au contraire se sentent soutenues, même s'il y a des erreurs occasionnelles. Tout le monde comprend que c'est normal d'évoluer. On ne vit pas dans le même monde dans lequel on a été, dans lequel on a grandi. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses continuent de changer. C'est normal d'évoluer et il y a beaucoup de compassion et de compréhension par rapport à ça.
Mais l'important, c'est de montrer, il y a d'autant plus de compassion et de compréhension que la personne montre qu'elle prend ça au sérieux et qu'elle veut évoluer. De manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on se rattrape? Ben, on s'excuse rapidement, on se corrige. Il faut éviter de trop s'attarder sur son erreur. Et si vous faites une erreur récurrente, il faut vraiment s'engager à s'entraîner. De manière individuelle, vous pouvez vous excuser devant la personne ou même si elle n'est pas là. C'est-à-dire que si vous parlez de quelqu'un d'autre et que vous faites une erreur en parlant de cette personne, c'est important de se rattraper aussi à ce moment-là. Et en situation de groupe, c'est important de se corriger pour éviter d'encourager les autres à faire des erreurs. Vous pouvez aussi aider les autres à se rattraper individuellement en leur faisant un petit rappel et en proposant du soutien. Donc, par exemple, c'est l'exemple que j'ai en bas de la page. Oh, tu parles d'Alex? Je crois que tu voulais dire Yal. Et en situation de groupe, le mieux, c'est souvent d'anticiper avec la personne trans pour savoir si votre intervention est souhaitable ou si la personne veut s'en charger elle-même ou si cette personne a une préférence sur comment faire ce rattrapage. Alors, on arrive à la fin de ma présentation. En résumé, l'important, c'est de donner la vie à la politique en faisant usage des outils fournis et des exemples que j'ai fournis au fil de cette séance. Il faut aussi suivre l'exemple des personnes trans. Si vous avez des personnes trans ou non-binaires dans vos équipes, dans vos ligues, un élément essentiel, c'est d'obtenir et de respecter les prénoms, pronoms et accords des personnes, de s'entraîner à utiliser du langage inclusif, de faire un effort conscient sur ces sujets-là, et si vous faites des erreurs, de faire des excuses rapides. Voilà, on arrive à la fin de notre séance. À la fin de cette séance, quel est votre niveau maintenant de connaissance par rapport à ces nouvelles politiques et à ces thématiques sur les athlètes trans et non-binaires au hockey? Où est-ce que vous avez l'impression d'en être maintenant qu'on a passé 7 heures et demie ensemble? Quasiment 1 heure et demie. Je sais qu'il y a un tout petit peu de temps pour les questions qui nous restent, heureusement. Donc, je vois qu'effectivement, et heureusement, on a quand même une impression d'avoir augmenté nos connaissances dans le groupe. C'est super à voir. J'espère, cela dit, et je veux vraiment insister sur le fait qu'évidemment, on ne s'éduque pas en 1 heure et demie. C'est normal s'il y a encore des éléments qui vous paraissent complexes, que vous n'avez pas l'impression de complètement maîtriser. Ces apprentissages, ça prend du temps. Et une fois encore, c'est l'effort vraiment qu'on y met qui est important plutôt que le fait de comprendre en 1 heure et demie ou même en quelques jours ou quelques semaines. Déjà, le fait d'être présente ici, d'être intéressé par le sujet, pour moi, c'est déjà énorme comme indication que ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de vous améliorer et d'interagir avec tout le monde de manière respectueuse, ce qui est excellent. Et donc, pour terminer, il me semble que c'est le dernier sondage que j'ai pour vous, je voulais vous poser la question, quel déclic avez-vous eu pendant cette séance? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place ou quelque chose que j'ai pu partager qui vous a fait dire, ah tiens, oui, c'est vrai, maintenant je vais expliquer ça comme ça, ou ah, j'avais du mal à comprendre ça, mais maintenant ça fait plus de sens. Ça m'intéresserait beaucoup et c'est très utile pour nous à Transfocus d'avoir une idée de de ce qui est généré pendant ces séances. Du langage plus clair, effectivement. Et je tiens à dire il y a beaucoup de sites Internet maintenant qui sont disponibles où vous pouvez trouver plus de vocabulaire sur ces sujets, approfondir un petit peu la question du langage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fondationnel quand on parle de ces thématiques trans et non binaires. Je vais en profiter pendant que je laisse les personnes continuer de répondre parce que vous pouvez prendre un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaiterez poser. J'en vois pas pour l'instant ni dans la foire aux questions sur Zoom ni sur Menti. Donc, je vais présumer qu'il n'y a pas trop de questions. Mais si vous en avez, on a encore quelques
quelques minutes, une dizaine de minutes, il me semble, pour revenir sur certaines notions ou si vous avez des questions peut-être que je n'ai pas encore abordées. Effectivement, la question du vocabulaire revient beaucoup, c'est bien ça. Effectivement, quoi faire si on fait une erreur d'expérience, c'est vraiment une des choses qui, re- qui, qui fait que les gens se retiennent le plus ou ont le plus peur en fait d'aborder ces questions, c'est elles ont peur de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et vraiment d'expérience, moi, j'adore avoir des conversations finalement avec des gens, même si elles n'utilisent pas tout à fait les bons mots dès le début. On peut en parler, on peut expliquer pourquoi ce mot-là est mieux que ce mot-là. Et pour moi, c'est toujours mieux d'être dans le dialogue et d'être dans la curiosité sur comment est-ce qu'on peut être plus respectueux que de se retenir parce qu'on a peur de faire des erreurs. Pour moi, les erreurs ont peu d'importance au final par rapport à d'autres éléments. Super. Mais merci beaucoup de votre participation. Je vais continuer de regarder les réponses qui arrivent. Mais je vais aussi passer. Voilà, on arrive vers la fin de la présentation. Donc, je ne sais pas, Myriam, si c'est facile pour toi, par exemple, de donner la parole à des personnes, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions en direct, ou si le plus simple, c'est effectivement que les personnes utilisent l'espace des questions-réponses. Mais sinon, on arrive à la fin de notre présentation. Donc, si vous avez des questions actuellement, n'hésitez pas, c'est le moment. Tout à fait, je vais aussi arrêter l'enregistrement comme ça. Ah oui, tout à fait, merci.